Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h, toujours sur les antennes de Kanaki Télévision. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours Kanaki Télévision. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville, sur la chaîne YouTube à travers le monde, les États-Unis, le Canada et l'Irlande, où on m'appelle beaucoup, sans oublier aussi la Roumanie qui m'appelle aussi maintenant. Je vous dis merci et merci pour la confiance. Ce soir, je reçois M. Isaac Bakoukou-Boliko. Il est du Parti démocrate chrétien du président Ndoum depuis 4 G7 ensemble. Il est aussi conseiller politique du président national et secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et regroupements politiques. Donc c'est un averti de la politique ici en République démocratique du Congo, bien ancré déjà. M. Isaac, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. J'ai remarqué, vous avez votre masque, c'est bon signe. Oui, non, mais c'est normal parce que le monde est confronté par cette pandémie de Covid-19 et jusque-là, oui, bon, on est en train de soigner les gens, ça traîne, il n'y a pas encore un médicament indiqué pour le traitement, mais nous, en tant que politiques et leaders d'opinion, analystes politiques, nous avons le devoir de rappeler à nos populations que cette maladie existe. Aujourd'hui, nous sommes passés à 6000 cas, alors que ailleurs, la situation commence à baisser. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que c'est un problème de gestion ici en République démocratique du Congo ou c'est peut-être un laisser-aller aussi de la part des populations? Non, je crois que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le problème se pose en termes de la rapidité des tests. Vous savez, la ville comme Kinshasa, c'est une ville cosmopolitaine. Alors, si nous avions assez de tests et qu'on a décentralisé les endroits pour le test, je crois les 6000 seront rien. C'est-à-dire que ici, on serait peut-être à 800 voire même à 1 million. Et alors, comme il n'y a pas assez de tests, eh ben, mais sachez que cette maladie existe, malgré que nous n'avons pas de tests, mais il y a des mesures de précaution qu'on dit les actes, les barrières. Vous devez toujours porter votre masque quand vous êtes dehors. Il faut toujours laver ses mains et effectivement avoir un désinfectant alcoolisé et tout cela est consort et respecter la distanciation physique et sociale. Donc ce sont là les règles de barrière que chacun de nous doit respecter pour se protéger contre le Covid-19. C'est notre devoir. Autant on interpelle les gens du pouvoir, autant financer aussi, parce que oui. Quand vous faites allusion au test, ça veut dire qu'on doit en acheter parce qu'on en fabrique pas. Oui, effectivement. Comme d'habitude, on en fabrique pas. Autant on fait des réponses aux politiciens, autant nous devons rappeler à nos concitoyens, jusque-là, il n'y a pas un médicament indiqué qui guérit le Covid-19. Bon, il y a des protocoles qui sont en expérimentation, mais pour le moment, pour se protéger, il faut observer les actes, les règles de barrière. Et c'est ça ce que je dis. Avant de commencer l'émission, je rappelle toujours à mes compatriotes de respecter ces actes de barrière. Très important. Malgré la pandémie, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes au mois de juillet pratiquement. L'examen d'État avec les enfants, pour les enfants qui sont en 6e, les universités, pas de reprise de cours. Les autres classes encore, ils sont restés à la maison. Comment vous avez d'abord jugé cette décision et quels en sont les risques? Nous sommes déjà au mois de juin, nous tendons vers une année blanche. Là, je parle à l'homme politique que vous êtes. Bon, je pense que nous sommes confrontés à ce Covid-19. Mais les pays qui ont eu 20 000, 30 000 morts, ils ont confiné, mais ils ont établi des règles à respecter. Moi, je vis en Europe, la Belgique, la France, qui ont déconfiné, ils ont
demander que l'école reprenne, surtout l'école primaire, ils ont repris le cours. Mais je crois que si nos autorités, parce que Covid devient ou deviendra comme la malaria. Si nous n'avons pas de médicaments, c'est une pandémie que nous allons vivre avec. Alors, quand vous vivez avec quelque chose, il faut abandonner tout ce que vous faisiez avant ou il faut l'accommoder avec la nouvelle pandémie. C'est-à-dire que au niveau de nos autorités et puis au niveau de mon frère, l'enseignement primaire et secondaire, il doit prendre les mesures d'accompagnement. Même s'il est encore flou, M. Willy Bakonga, s'il est encore flou parce qu'on n'arrive pas à comprendre ses décisions. Non, je pense qu'il est en train de réfléchir parce que c'est une grande responsabilité. Vous avez vu aux États-Unis, ils avaient déconfiné et la maladie a triplé. Donc, ils ont confiné. Alors, c'est une décision qui doit être prise collégialement au niveau du gouvernement, au niveau du chef de l'État. Mais allons-nous sacrifier les candidats diplômés? Allons-nous sacrifier? C'est-à-dire qu'il faut chercher les voies et moyens qu'on peut permettre peut-être aux finalistes de franchir en respectant bien entendu la distanciation physique et les règles de barrière pour leur permettre de terminer leur cycle. Bon, si ils disposent de moyens pour alimenter les désinfectants, le masque pour le reste, il y a toujours moyen parce que aujourd'hui, comme il n'y a pas une solution au niveau de traitement de cette maladie, il faut s'accommoder avec cette maladie. Dans la décision, elle est bonne de laisser les enfants présenter les examens d'État. Oui, moi je pense en sécurisant avec le respect de la distanciation physique, il y a moyen. D'ailleurs, les examens d'État, il y a déjà une distanciation. Quand vous êtes dans la salle d'examen d'État, voilà. Vous n'êtes pas collé. Donc, il y a déjà cet avantage. Oui, il y a cet avantage-là. Et il faudrait que ces examens puissent avoir lieu. Et alors, si nous ne disposons pas de ce moyen-là, on peut aller dans une année blanche pour les classes inférieures. Mais les finalistes, soit de l'université, on doit imaginer les mécanismes par lesquels il y a des enfants dans certaines écoles ont suivi les cours via l'Internet. D'autres, il y a le duc que le ministre Bakonga, que je a mis sur pied, et il a même demandé que ces formations passent à la télé nationale. Donc, il y a eu quand même suivi de formations pendant que vraiment on était confinés. Alors, donc je pense qu'il y a moyen que les finalistes puissent présenter leurs examens d'État si le gouvernement et les ministres de l'enseignement primaire et secondaire et technique prennent les dispositions par rapport aux règles de barrière, c'est possible. Je crois que c'est aussi l'occasion de demander aux décideurs de vraiment distribuer la fibre optique dans tout le Congo parce que on se rend compte qu'on va s'adapter on va essayer de vivre ensemble avec la maladie. Mais aujourd'hui, que ce soit le télétravail, que ce soit l'enseignement, le tout se passe maintenant en ligne, donc avec l'ordinateur et l'Internet. Nous avons assez de difficultés ici pour implanter la fibre optique qui est déjà entrée, mais avec les incompréhensions des politiciens, la fibre optique est mal gérée. Il faut démocratiser ce secteur, permettre même aux Congolais qui se retrouvent au fin fond de la République de bénéficier de l'Internet. C'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. Vous avez un mot rapidement ajouté là? Vous connaissez l'équipe qui avait eu pour le fibre optique. Nous sommes dans une situation de fait, nous devons impérativement implanter cette fibre optique. Bien sûr, bien sûr. Je rappelle que vous êtes cadre aussi au niveau de G7 Ensemble, ce grand regroupement politique. Il y a quelques jours, vous avez perdu un grand monsieur ici, en Mokati du Congo, qui faisait partie de votre regroupement. Je crois le secrétaire général. En peu de mots, parlez-nous un peu de l'homme. Mais l'homme, d'ailleurs, on avait passé le communiqué passait même, vraiment c'était un coup dur pour nous de perdre
un éléphant comme le secrétaire général Pierre Lumbi au Congo, qui était un monsieur très discret, mais très actif. Très efficace. Très actif, très efficace. Et c'est un monsieur qui était imperturbable, intraitable, et il avait des analyses politiques extraordinaires et il était toujours disponible. Vraiment, c'est un grand vide au niveau de l'ensemble de la République, parce que c'est lui qui était chargé de finaliser et de lancer notre futur grand parti de l'opposition en République démocratique du Congo, dont Moïse Katumbi est le président. C'était un coup dur pour nous, mais comme on dit, les ans passent, les institutions restent. Mais nous lui avons promis que, vous savez, le monsieur comme Numbi, les Ndundo, le Mondo Simba, tous ces mondes-là, ils vivaient dans les conforts. Ils pouvaient se dire, alors nous allons continuer avec le troisième mandat, mais les gens là nous ont inspiré de continuer de mener une lutte politique, parce que ils ont dit à un moment donné stop. Et vous voyez ce qui s'est passé, les dédoublements, tous les problèmes que nous avions connus, l'arrestation de Moïse Katumbi, il est parti en exil forcé. Et ce qui nous conforte, c'est que le combat que ces gens-là avaient mené et que nous menions ensemble avec eux, c'est un combat que nous devons continuer. Pierre Lumbi a fait sa part et nous lui promettons que nous allons achever le combat qu'il avait mené pour un jour nous ayons un État réellement démocratique en RDC. Aujourd'hui, le débat, c'est aussi le procès Vital Kamerhe. Vous avez suivi ce procès. Je crois qu'il a été condamné à 20 ans de prison avec pratiquement une carrière politique qui disparaît. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous retenez de ce procès? L'état de droit qui commence, ou c'est un procès politique, ou cette façon de faire doit s'appliquer pratiquement à l'ensemble de la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, dès qu'il y a des problèmes? Je crois que dans ces procès, je ne vais pas rentrer dans le fond, mais dans la forme, dans le principe. Dans ces procès, j'ai retenu que désormais, il n'y aurait plus dans ces pays les intouchables. Il n'y aurait plus les gens qui pensent que cette République leur appartient. Ça, c'est le message que ce procès reflète, en fait. Oui, parce que c'est dans l'histoire de la République, un directeur de cabinet des chefs de l'État, pas n'importe lequel, un animal politique qui a un parcours très excellent et aujourd'hui directeur de cabinet du chef de l'État, et il est condamné par nos juridictions. C'est une première. En tout cas, c'est une première. Que ça ne soit pas une dernière. Pardon? Que ça ne soit pas une dernière, en fait. Non, non, je ne pense même pas. Non, mais vous avez suivi, les PDG et les DG sont condamnés. Et qu'il n'y aura plus les intouchables. C'est que tout le monde peut y passer. Et deuxième chose, ce que j'ai retenu, l'État congolais ne serait plus orphelin. C'est-à-dire, tout celui qui chipotera dans la caisse, dans le bien privé ou public appartenant à l'État congolais, ces gens-là seront poursuivis et condamnés. Parce que c'est comme un éveil. Parce que vous avez vu comment l'enthousiasme ici, on compte le nombre de téléspectateurs. Je crois le procès Kamerhe a battu le record de l'audimat, non seulement au niveau du Congo, mais au niveau de l'extérieur. C'est qu'il y a un intérêt de la population de savoir
ce qui s'est passé en termes de gestion, réellement en termes de la gestion de l'État. Vous savez, à une certaine époque, il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui prenaient les maisons appartenant à l'État à Gombe dans une clique de avocats et juges sous le créneau le bien 100 mètres. Avez-vous déjà suivi, avez-vous vu dans une ville, dans une commune comme Kalina, où la grande partie Kalina, des maisons sur la Gombe, Kalina, parce que moi j'ai vu Kalina, les archives, avec les archives au niveau du musée africain de Tervuren, j'ai vu la cartographie. Il n'y avait pas de privés propriétaires à Kalina, et vous venez là-bas et les gens s'organisent et ils se disent non, c'est une maison, ce sont des biens 100 mètres. Et ils viennent, ils prennent, et ils s'arrangent pour que l'État ne puisse pas introduire des recours, tout ça les consorts. Alors, là, c'est fini. L'État ne sera plus orphelin. Nous tous, nous, peuple congolais. Donc vous avez apprécié les 20 ans de M. Kamere, en fait. Non, non, je n'ai pas encore fini. Je dis, je ne commente pas la décision du juge. Mais je dis les principes. D'ailleurs, un troisième élément que je voulais ajouter, on dit toujours que non, le directeur de cabinet a le même titre que le ministre. Et heureusement que c'est dans une application la coutume peut-être, parce que s'il était réellement au même titre que le ministre, il n'allait pas bénéficier le privilège de juridiction. Et c'est que moi je dis, troisième élément que je vais vous ajouter, que dans un procès, il y a trois éléments qui déterminent le procès. Il y a un procès équitable, contradictoire et dans un délai raisonnable. Le procès était équitable, contradictoire. Et M. Kamere bénéficie ce que nous appelons le double degré de juridiction. Il n'est pas condamné définitivement, il a interjecté appel. On ne sait pas ce que le juge de l'appel va pouvoir soit réformer la décision ou confirmer la décision. Et c'est ça la justice. Bon, moi, quant au fond de la décision du juge, moi, je ne le commente pas, je ne fais pas de commentaires, mais ce que je vous ai dit, je pense désormais, ça doit se passer comme ça. Parce que M. Kamere a droit à un recours et il va introduire à la cour d'appel et il va, si ça fonctionne par la cour d'appel, il aura un pourvoi en cassation. Voilà, c'est ça l'état des droits. Quand les gens, aujourd'hui, commencent à combattre ce que moi j'appelle les institutions des garde-fous, notamment le Conseil d'État, la Cour de cassation nous allons revenir, et la Cour constitutionnelle, avec le procès. Et là, donc, on va dans l'arbitrage. On retient que le message est passé. Dorénavant, pour poser les actes, il faut bien regarder, pour éviter peut-être de se faire surprendre. C'est ce qu'on peut retenir. Il y a un autre débat aussi, en fait, c'est le problème au niveau du Parlement, avec la loi, projet de loi controversé de M. Aubin Minakou et le député Sakata. Vous avez suivi comment les choses sont en train d'évoluer. Mais restons un peu dans la logique parlementaire. Ils n'avaient pas le droit de poser cet acte-là, de faire des propositions, parce qu'on se rend compte que c'est tout le monde qui s'acharne alors qu'ils ont ce droit-là de travailler normalement pour la République. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Ils ont exercé leur devoir parlementaire, le travail parlementaire. Celui de légiférer. Et les députés font une proposition de loi. Mais quand vous êtes en public, quand vous légiférez, toujours dans l'intérêt de la communauté. Parce que... Mais ils l'ont fait pour l'intérêt de la communauté. Non, mais c'est ce que vous dites. Je vais vous démontrer qu'ils ne le font pas. Ah, là, ce sont les intentions. Je vais vous démontrer. Les intentions que vous leur prêtez. Je vais vous démontrer
La loi, la règle de droit, elle est générale. Générale, impersonnelle et abstraite. Une loi ne peut pas être taillée sur mesure. C'est-à-dire que on conçoit une loi. Regardez la loi sur les anciens chefs de l'État. Mais c'est une loi conçue sur mesure. À l'époque, traitée avec les députés de l'opposition. Non, c'est sur mesure. Nulle part ailleurs. Non, je voulais dire à l'époque, c'est que mais nulle part ailleurs, mais il y avait une majorité. Mais vous savez, dans le Parlement, pour faire passer quelque chose, si vous avez la majorité, c'est comme c'est ce qu'ils sont en train de faire là maintenant. C'est-à-dire que c'est une loi taillée sur mesure. Or, la loi, quand vous proposez une loi, ça doit servir l'intérêt de la communauté. D'ailleurs, nous sommes dans une situation d'état d'urgence. J'ai la Constitution ici. La Constitution, dans son article 219, dit quoi? Je peux vous le lire. Le premier alinéa, 219, dit quoi? C'est un peu long, ben je vais... Oui, 219, 219, on arrive vers la page. 209, 211, 219, dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir. Ça, c'est l'article 219. Ça, je parlais comme ça. Parce là, que nous sommes en état d'urgence. Il pouvait aussi tenir compte de cet état d'urgence sanitaire que le président de la République a prononcé. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous rappelle qu'une loi ne peut pas servir au détriment de la population. Une loi doit toujours être à l'avantage du pays et de ses concitoyens. Et que cette proposition de loi ne doit pas violer les dispositions constitutionnelles. Si vous voulez, je peux encore revenir sur dans la Constitution, parce que il faut que nos compatriotes comprennent qu'ils lisent la Constitution. Et en lisant la Constitution de la République, vous allez comprendre où ces articles sont violés par cette proposition. Et j'expliquerai pourquoi aujourd'hui cette proposition. Alors, l'article 149 de la Constitution dit quoi? Il y a l'article 149, 150 et 150. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, le cours des tribunaux civils et militaires, ainsi que le parquet rattaché à ces juridictions. Alors, l'article 150. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Alors, l'article 51. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Donc, en bref, le moment n'est pas propice, c'est ce que vous voulez faire. Non. Que le moment n'est pas propice. D'abord, oui, il y a plusieurs paramètres. Alors qu'on pouvait réagir. Non. Là, vous réagissez en intellectuel. Oui, en expliquant que ce n'est pas logique. Non, mais voilà. Mais pourquoi les autres n'ont pas attendu que ce débat soit au niveau de l'hémicycle? Je vais vous expliquer. Vous vous rappellerez
en 2015, il y a quelqu'un du PPRD avait une proposition de loi électorale imposant pour qu'il y ait des élections, il faut procéder au recensement. C'était quoi? C'est pour pérenniser le pouvoir de Kabila pour qu'il n'y ait pas les élections. Vous savez ce qui s'est passé après? Heureusement, nous avions un sage, je lui rends un hommage, Léo Kengo, qui a dit « Nous devons suivre la voie de la rue ». Cette loi était partie. Parce que... Et nous avons eu des élections bâclées. Non, non. Arrête dans cette logique. Non, parce que c'était fait exprès. C'était fait exprès. Et il y a eu mort d'homme. Nous vivons dans un monde où certains sont considérés comme des vampires. Vous savez, les vampires, ils aiment le sang. Alors, en 2015, il y a eu les gens qui sont morts. Et ils ont réitéré aujourd'hui, en 2020, pour qu'il y ait encore mort d'homme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs paramètres. Le moment n'est pas opportun, oui, parce que nous sommes confrontés à un problème sérieux de la pandémie Covid-19. On évolue. Aujourd'hui, allez-y rapidement. Oui, nos entreprises sont en stationnement, pratiquement paralysées. Le centre-ville de la Gombe, bloqué. L'économie ne fonctionne plus comme avant. Alors, c'est que le Congolais pouvait attendre que nos députés puissent voter de lois qui pourraient permettre à nos entreprises de relancer l'économie. Voter une loi apportant le stimulant. Voter une loi en associant la FEC pour qu'on voit comment nous allons relancer notre économie parce que notre économie est par terre. Alors, comment nous allons disposer des moyens pour se procurer autant de tests? Il est mieux d'avoir des tests, et une fois que vous avez des tests, vous savez le nombre de malades, et bien vous allez les soigner au fur et à mesure. Nous sommes confrontés au problème de la reprise de l'école. C'est ça. Nous avions la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection de données personnelles, la réforme de la CENI, les maisons de communication sont la réforme de la CENI. Et puis, la loi sur le porte-parole de l'opposition. Tous ces dossiers sont bloqués par la présidente de l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de vouloir faire passer une loi où le ministre de la Justice deviendra l'autorité disciplinaire de magistrats. Enfin, vous voulez les débats. Là, vous êtes resté un peu plus technique, je comprends, il fallait expliquer. C'était très important. La réalité est qu'aujourd'hui, les députés cash sont sortis de la commission PAJ. Donc, comme on dit en lingala, parce que là, on a beaucoup. Craignant peut-être le pire, on s'imagine. Et d'autres députés aussi, j'imagine, sont aussi sortis. Sont sortis de cette commission. On craint qu'il y ait une réaction de force au niveau du FCC. Si aujourd'hui, cette loi venait à passer au niveau du Parlement et que au niveau de la présidence de la République, parce que le président a un droit de veto aussi, il faut qu'on se le dise, nous allons aller dans quelle situation? Je vais vous dire une chose. Parce que si nous faisons la politique c'est une charge au service de la communauté, au service du peuple. Quand le peuple réagit négativement, mais nous avons une conscience. Les députés de Cash, le député de la Mouka et l'ensemble pour la République ont trouvé que cette proposition de loi ne correspond pas aux aspirations de nos citoyens, ne correspond pas aux aspirations du bon fonctionnement de notre justice. Vous comprenez? Donc il faut que chacun assume ses responsabilités devant la communauté internationale
et devant la communauté nationale. Parce que ce qui adviendra après, les responsables seront connus. Parce qu'on ne vote pas une loi qui est au détriment de la population. Et j'attire aujourd'hui l'attention des magistrats. Le magistrat, aujourd'hui, dans leur principe, on dit la justice élève une nation. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui défend le magistrat. Et que le magistrat, désormais, doit comprendre son rôle dans la société congolaise. Les mêmes personnes qui les avaient instrumentalisées pour chasser le président Moïse Katumbi, en fabriquant des dossiers de spoliation du bâtiment de l'immeuble de M. Stoupi, avec des mercenaires ne disposant pas de la nationalité. Aujourd'hui, une juge il est en exil, la juge Chantal, parce qu'elle avait refusé de condamner M. Moïse. Il y a encore un juge dont il a été striblé de balles, parce qu'il avait refusé de condamner le président Moïse. Alors, le juge, les procureurs généraux, tout le monde doit prendre conscience. Ils doivent rester indépendants au service de la République, au service du citoyen. Moi, je vous dis, si vous me permettez, j'ai été contacté par 3 personnes qui ont subi ce qu'on appelle les dénis de justice. Allez-y rapidement expliquer. Voilà. Dénis que le magistrat refuse d'instruire les dossiers. Il y a une dame, Céline, client de la société Ecobank. Ils ont des rapports de confiance client et son banquier. Elle a contracté un prêt hypothécaire. L'X montant, tout ça, elle consomme. Alors, la dame constate, d'abord, on lui a donné un crédit sous forme staff. D'abord, la fraude a commencé par là. Staff, c'est-à-dire que vous travaillez dans la boîte et vous avez les avantages de quelqu'un qui travaille à la boîte, alors qu'elle ne travaille pas à la boîte. Première erreur, première faute, première fraude. Deuxième fraude, la dame constate que on a retiré l'argent dans son compte via un chèque guichet avec l'imitation de sa signature. Grave à l'Ecobank. Ensuite, comme elle est aussi avocate, elle est allée faire vérifier cette signature à la police scientifique. Notre police scientifique est bien outillée. La police scientifique a confirmé que cette signature n'est pas celle de la dame. Alors, la dame va porter plainte contre l'Ecobank auprès du parquet général de la Gombe. Le parquet général lui répond non, et le parquet général a demandé qu'on puisse vérifier la signature auprès de la police scientifique. Et la police scientifique a confirmé que cette signature n'est pas de la dame. Donc il y a usage de faux et faux en écriture dont le chef de la banque. On convoque la banque ne vient pas, et le directeur général de la banque, M. Yves Kofi, je ne sais pas s'il est en la retraite, il dit, vous me verrez moi venir me présenter dans votre justice. C'est ce que j'avais dit. Aujourd'hui, il n'y a pas des intouchables. Et qu'est-ce qui se passe? Le 20 décembre, le jour où on a reporté les élections, non, je vais voilà. Alors, et quand le procureur a refusé, il dit non, le défendeur ne vient pas, et moi je vais classer le dossier. Le dossier, la dame a fait tout pour que le dossier soit appelé en communication auprès du PGR. Le PGR prend le dossier, ni le procureur général de la Gombe refuse d'instruire le dossier. Arrivé chez le PGR, le PGR refuse le dossier Kabangé en disant que non, ce sont des faits, des faits commerciaux. Alors,
le plus grave des choses qui s'est passé, c'est que le 20 janvier 2018, le jour du report des élections, ils sont allés la déguerpir dans sa maison à Ouvira. Alors que le même procureur général de la République avait dit, pour qu'il y ait déguerpissement, il faut qu'il y ait jugement. Et on voit Ecobank s'octroie un certificat de cette maison et Ecobank devient propriétaire. Donc, alors que, attends, je vais terminer. Et cette maison, même si le client te doit des millions, mais avant de vendre cette maison, avant de récupérer cette maison, il faut l'évaluer. Voilà les dénis de justice que certains Congolais vivent et qui, une grande institution comme Ecobank, et dernièrement, ils ont voulu signifier l'ADD avant de dire droit et ils ont effacé la date de se présenter devant le juge pour dire voilà ce qui se passe où le magistrat refuse d'instruire et de faire droit à un citoyen. Et la pauvre dame, jusqu'aujourd'hui, sa maison, elle a perdu ça comme ça. Mais je suppose que le droit sera rendu pour ça parce qu'il y a eu usage de faux. Quand une banque vole son client, alors que le rapport entre une banque et sa cliente ou son client, c'est la confiance. Voilà comment le Congolais souffre de leurs droits. On espère que la justice voilà. va faire son travail. Il faut que ces magistrats, aujourd'hui nous les défendons, qu'ils comprennent que ils sont au service du peuple. Ça s'appelle le cursus honorum. Magistrats, avocats, c'est la carrière des honneurs. Il ne faut pas que les avocats, les juges soient dans la corruption, ils rendent des décisions complaisantes, tout ça. Aujourd'hui, les gens qui les ont utilisés, qui les ont caporalisés, ils s'attaquent à eux aujourd'hui. Mais face à eux, il y a la population, il y a les députés des Cash, il y a les députés de l'Amouka, il y a les députés de l'Ensemble, qui dit nous ne pouvons pas aller dans une situation d'une république bananière. Les magistrats doivent rester indépendants, ainsi du siège et celui du parquet. Revenons un peu en politique, parce que là, nous sommes vraiment allés... Non, pour faire comprendre aux magistrats leur rôle. La logique, leur rôle. Moi, je voulais que nous puissions revenir un peu en politique. Ça fait pratiquement 2 ans que le président Félix a été élu. Il est en train de passer son mandat. Mais il y a des voix qui s'élèvent au vu de l'imbroglio qui se passe actuellement, qui demandent qu'il y ait un dialogue, qui demandent qu'il y ait une négociation. Parce que là, on se rend compte, nous allons droit contre le mur. Ça, c'est la logique qui s'annonce. Est-ce que vous êtes adepte de cette logique d'aller au dialogue, de revenir pour essayer de réfléchir, ou nous laissons pourrir la situation et ensuite pour constater? Vous savez, on nous a dit, on a organisé des élections. Les élections se sont passées, mais nous avons le texte. Les textes qui régissent notre pays existent. Pourquoi nous devons toujours aller au dialogue? Pour le partage de gâteaux? Non. Et dans cette situation, on fait comment? Parce qu'on sent qu'il y a un blocage. Il y a le partenaire. Vous savez. Excusez-moi, il y a le partenaire du Cash, le FCC, qui demande aujourd'hui qu'il y ait cohabitation. Donc ça veut dire qu'ils veulent changer de fusil d'épaule et voir leur relation d'une autre façon. Il y a déjà un problème. Au début, ça, c'est leur problème. Mais le dernier mot revient à la population. Vous savez, quand on devient pyromane, c'est parfois difficile de se transformer au pompier. Et c'est l'État congolais. Et l'État congolais a des partenaires. Il y a certains partenaires qui ne voudraient pas voir un groupe d'individus qui ont géré ces pays pendant 18 voire 20 ans et qu'ils ont laissé, et ce pays, dans sa trésorerie, est incapable de disposer ne fût-ce que 2 à 3 milliards de dollars pour faire avancer le pays ou faire face au Covid-19. Vous comprenez? Mais ils doivent comprendre que la donne a changé. Il y a des textes constitutionnels. Pourquoi nous voulons dire? C'est le président Félix qui a été élu, il est président de la République. Alors, dans leur négociation,
FCC cache. Bon, s'ils estiment qu'ils doivent aller en cohabitation, en cohabitation, ça c'est leur droit. S'ils veulent maintenir la coalition, ça c'est leur droit. Mais qu'ils n'oublient pas que le peuple est là. Le pouvoir est pour le peuple, rien que pour le peuple. On est politicien, c'est pour servir le peuple, pour servir la nation. Ce n'est pas se servir. Je suis bien un général qui a dit que la police est au service du peuple, au service de la population, et pas au service de politiciens. Ce n'est pas notre service. L'armée est au service de la nation. Donc il faut une police républicaine, une armée républicaine. Il faut que nos frères du FCC comprennent que ce pays nous appartient et nous devons tous faire pour l'avenir de ces pays. Vous savez, c'est une grande honte. Quand vous allez dans certains pays, les gens vous respectent par la grandeur de votre pays et ce que vous disposez. Mais nous, en tant que Congolais, en tant que politiques, il faut un sursaut d'orgueil qui mette un peu leurs intérêts personnels de côté, qui regardent un peu l'intérêt de notre population. Sur nous autres, là, quand on circule, tu as 10 000 fois, tu ne fais pas 2 mètres, c'est fini. Merci, M. Isaac. Je rappelle que vous êtes conseiller politique du Pardon national Ndundu, Parti démocrate chrétien, secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et regroupements politiques et cadre au niveau de G7 ensemble. Il y a aussi ce grand débat, on me fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En peu de mots, ce grand débat au niveau de la CENI, la Senco, les CC, on dit carrément niette au candidat proposé intelligemment par le FCC. Là encore, le débat commence encore. Vous savez, hein, chaque chose a sa fin. Nous avons eu 3 expériences malheureuses des élections dans notre pays. La seule élection qui s'est bien passée, c'est celui de Lumumba. Mais ça a été coupé. Moi, je pense que j'ai l'impression que ces gens n'ont pas de frères. Ils n'ont pas des enfants. Vous proposez quoi? Je veux que nous proposons, nous refusons la continuité de la direction Nanga. Vous savez, les élections les plus catastrophiques que le Congo a connues, c'est lorsque Nanga a été le président de la CENI. Et on ne peut pas prendre celui qui était directeur technique pour le remplacer. Il faut réformer profondément la CENI, réformer d'abord la CENI, et il faut une nouvelle loi sur l'organisation de la CENI, et on va procéder à l'élection de celui qui doit être au service de la population. Pendant ce temps, le mandat il est de 5 ans, nous sommes pratiquement à 2 ans. Quand est-ce que nous allons commencer ça? Les débats sont en train de piétiner. Mais le débat est là. En cours, le débat est là. Apparemment, ça n'évolue pas, les positions sont figées. On fait comment? Non, mais non, le débat est là. On va évoluer dans les débats, mais il y a les préalables que nos institutions religieuses disent niet. Nous ne voulons plus la continuité. Ce pays nous appartient à nous tous. Ça nous appartient à nous tous. Nous avons vu ce qui s'est passé. Les machines coûtaient 400 $, on nous a dit 1500 $. Il y a au moins l'écart de 1100 $ qui sont allés dans les poches des individus. Alors nous, et pendant qu'il y a la misère. Et on n'a jamais audité la CENI. Il faut auditer. En procédant à la réforme, il faut auditer la CENI. Il faut que nous ayons cette culture-là. Moi, aujourd'hui, quand je dois accéder à une institution, vous savez, moi, aujourd'hui, quand je dois accéder à une institution, avant de prendre mon poste, je dois demander l'audit. Il faut que nous puissions auditer, parce que l'audit vous permet ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et les problèmes que vous connaissez, et vous projetez pour l'avenir pour régler ces problèmes-là. C'est quoi cette culture-là? Je viens et puis c'est fini. Tout ça, c'est la gestion opaque. Vous savez, quand on continue dans l'opacité, ça vous permet de tricher. Voilà. Si vous regardez le procès Caméré, il y a eu des choses graves qui sont passées. On n'a pas respecté les règles. Et c'est le ministère du Budget qui engage et le ministère des Finances qui paye. L'argent qui sort par téléphone, et c'est des millions de dollars. On a même caporalisé les fonctionnaires de l'État
qui peut dire non à un ministre. Jamais au Congo, un fonctionnaire de l'État peut dire non à un ministre, alors que c'est dans ses compétences. Donc même les fonctionnaires de l'État, ils doivent reprendre. Ils sont nommés par un arrêté ou une ordonnance. Ils ont les compétences. Vous savez, moi j'ai travaillé sur le cabinet du ministère des Finances. Mais l'argent ne sort pas comme ça. Il vient au ministère du Budget. Le budget traite le dossier, engage et il fait un dossier. Il donne ce qu'on donne, on dit DTO. DTO dans la direction des trésors et ordonnancement. C'est le ministère des Finances qui reçoit, il examine, il signe et puis il envoie ça au trésor. Au trésor, on obtient ce qu'on appelle OPI, ordre de paiement informatisé. 48 heures après, ça passe à la banque. Et la banque paye au compte de la société ou de la personne concernée. Monsieur Vital Kamera avait dit que nous étions dans une situation d'urgence, donc il fallait quand même... Mais non, même la situation d'urgence, je vous dis, j'étais au cabinet du ministère des Finances et les situations d'urgence sont toujours traitées, mais ça suit. Ça suit. Parfois, je finissais le travail à 22 heures. Parce que s'il y a des situations d'urgence, il faut que le ministre signe. Et ça va chez le Premier ministre et ça revient chez le ministre des Finances et puis le dossier sur son cours et la Banque centrale libère. Ce n'est pas parce que il y a les urgences, il y a les traitements d'urgence, il y a puis les traitements normaux. Quand il y a l'urgence, ne signifie pas l'arbitraire, ne signifie pas de ne pas respecter la voie à suivre pour obtenir l'urgence. Merci beaucoup, monsieur Isaac Moufed-Yassine, que nous avons pratiquement débordé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En peu de mots, est-ce que le Congo progresse ou le Congo régresse? En peu de mots. Au vu de tout ce qui se passe. Bon, oui, non, moi je vois que le Congo bouge. Non, le Congo bouge. On ne progresse pas. Mais on bouge. Non, mais on bouge. On peut bouger, on bouge. On n'avance pas. Non, on bouge. Mais on n'avance pas. Quelqu'un qui veut partir, mais qui ne part pas. Quelqu'un qui bouge. C'est qui prend l'élan. Comme Nietzsche avait dit, pour savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes, c'est pas suffisant. Depuis 60. Voilà. Déjà, le Congo a pratiquement 60 ans. Vous avez bien fait de me rappeler. Oui. Donc nous, on ne fait que bouger, mais on évolue. Non, mais non, il y a une nouvelle donne. Hein. Ah. Vous savez, hein, que les gens n'aiment pas Tshisekedi, les gens n'aiment pas. Moi, je l'apprécie. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau du Congo. Non, le débat est au niveau du Congo. On avance. Mais le Congo a été très mal géré de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui la fait quelque chose. Regardez les dossiers. Pourquoi cette loi-là? Ils ont peur. Parce qu'il y a eu des projets dont l'argent a été décaissé, mais les projets n'ont pas été réalisés. Et quand on veut mettre le ministre de la Justice, c'est pour dire non, on poursuit Marion. Non, 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 il faut arrêter Marion et on lui donne le pouvoir de te sanctionner, de te déplacer. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bonne fête d'indépendance, hein, donc le Congo a 60 ans. On espère que vous avez vu, on a posé la question, on a essayé de réfléchir sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il y a des idées, des intentions de vouloir aller de l'avant, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous... Mais comment vous pouvez déstructurer le fonctionnement de la justice? Or, un État, sa force, c'est la justice. Vous voulez anéantir, vous voulez caporaliser les magistrats. Alors, comment ce pays doit fonctionner? C'est la justice. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Isaac Bakoukou Boliko. Très ravi de vous avoir pour une deuxième fois sur le plateau d'Ecopol. Je crois que le message est passé. Nous avons parlé du dossier Vital Kamera. Nous avons parlé de ce dossier au niveau du Palais du Peuple, de la loi, projet de loi controversé. Nous avons parlé de l'éducation. Nous avons parlé de la pandémie. Merci à vous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde, les États-Unis, Brazzaville, le Canada, la Roumanie, la Thaïlande. Nous vous disons merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours sur les antennes de Kanaki Télévision. Je vous dis bye bye. Bonne fête d'indépendance. Monsieur, merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous donne cet élan-là, les 60% des années. Le Congo sera meilleur. Vive la République démocratique. Merci. Toujours les mesures de barrière. Toujours.